Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigeni, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. À toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans la grande tribune de ce jeudi 12 janvier 2023. Mesdames et messieurs, merci de votre réelle attention et accompagnement à cette émission. Aujourd'hui, l'actualité reste dominée notamment par les déclarations du président rwandais Paul Kagame sur les réfugiés congolais. Il a dévoilé ses vraies intentions. Il a fait un chantage à la communauté internationale sur les vies humaines, selon la réplique de Patrick Mouyaya. Mwindo Nzangi, il n'y a aucun nouveau réfugié congolais au Rwanda, car aucun Congolais ne peut accepter d'aller vivre en prison. Aussi, sur le même sujet, Human Rights Watch déclare ce qui suit: Paul Kagame politilise les droits des réfugiés. La déclaration du président illustre crûment la politisation des droits des réfugiés opérée par le gouvernement rwandais. On va retourner à Kinshasa. L'opération Coup de poing débarque à Kitambo ce vendredi. On va se souvenir que tout le boulevard qui mène vers l'aéroport a été donc balayé depuis le début de la semaine. Autre actualité, l'enrôlement des électeurs prévu pour ce 24 janvier au Kasaï risque d'être perturbé à la suite de l'effondrement du pont Louva dans les territoires de Chikapa, Syrien. En effet, alerte le député national Gu Mafuta. Le gouvernement vient de résilier le contrat signé avec la société Crexet sur le projet Tchilégelou pour lenteur dans l'exécution des travaux du Grand Kasaï au Grand Kasaï en 2021. Jules Alinguete avait déjà prédit la débâcle de ce projet, qualifiant d'une escroquerie planifiée. Le gouvernement dit qu'il va construire pour une première phase 5 universités à travers le pays. Nous avons commencé par la réhabilitation et la reconstruction des universités en Mbujimaï, Kananga, Upen, Kinshasa
et INBTP à Kinshasa. Voilà les 5 universités qui sont ciblées dans ce projet. Voilà les grandes lignes de l'actualité de ce jour. Je suis avec 3 invités sur ce plateau, tendance confondue. Monsieur Russell Motoké, vous êtes communicateur de l'UDPS. C'est un réel plaisir de vous avoir une nouvelle fois sur ce plateau. Bonjour Monsieur Russell Motoké, merci. Bonjour Dan, bonjour à mes co-débatteurs, bonjour aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent à la maison. Russell Motoké, cadre de l'UDPS, également communicateur de l'Union Sacrée. Merci beaucoup. Ludovic Kalenga, il est coordonnateur de PMVS. PMVS. Ouais. Bonjour Ludovic. Dan, bonjour à tous mes co-débatteurs. Je suis très ravi d'être invité ici et d'être là. Okay. Donc je suis coordonnateur de PMVS, qui est une ONG locale ici en République démocratique du Congo. Ok, que vise le PMVS? Le PMVS n'a qu'un seul objectif principal, c'est lui de promouvoir le développement intégral, intégrer les populations tout en les impliquant dans la mise en œuvre des solutions aux problèmes. Donc il arrive à ce que nous puissions intervenir dans plusieurs secteurs, essayer de faire un pont entre les gouvernants et les gouvernés afin de trouver des solutions idoines pour la République démocratique du Congo. Voilà un peu ce que résume le PMVS. PMVS. Voilà, merci. Lui, c'est Rodrigue Ramazani. Rodrigue, ça fait longtemps pour Grande Tribune. Bonjour et merci aussi d'être avec nous. Je te remercie pour l'invitation, mais surtout de l'honneur que vous faites à mon parti. Surtout pas seulement à ma personne, mais d'abord à l'Envol, qui est mon parti. Je présente mes vœux de meilleurs à l'équipe technique qui conduit cette émission, à la coordination de la chaîne, aux co-débatteurs avec qui nous avons échangé, mais surtout à la population congolaise qui nous suivent partout où ils sont, parce que 2023 est une année d'espoir où la population va décider de se révolter face à une gouvernance qui a gaspillé l'espoir de l'alternance démocratique dans le pays. J'invite la population à s'enrôler massivement afin de sanctionner ces pouvoirs des amateurs. Voilà, on va lancer directement le premier sujet analyse. On va analyser les propos de Paul Kagame. On va donc nous étendre sur la question de l'Est de la RDC. Comme vous le savez également, la société civile locale reste vraiment inquiète de la présence de la force de l'EAC qui déjà qualifiée d'inefficace et en tout cas qui ne remplit pas les missions qu'attend la population. Voilà, propos de Paul Kagame qui a vraiment fait bouger les lignes à travers le monde. Human Rights a réagi, le gouvernement congolais a réagi. Comment analysez-vous ces propos de Kagame, selon vous, monsieur Russell Motoké? D'abord, je rappelle ici que c'est un propos irresponsable, n'est-ce pas? Parce que les pays, nous sommes membres et signataires, n'est-ce pas, des différents accords internationaux. Il faut rappeler ici que déjà membres des Nations Unies, n'est-ce pas, nous sommes soumis au respect des engagements que nous avons pris en termes de la protection des réfugiés, n'est-ce pas? Parce qu'il faut rappeler ici que depuis l'Organisation des Nations Unies, avec la résolution 429, si je ne m'abuse, c'est que le réfugié, il a besoin de la sécurité comme tout être humain, n'est-ce pas? Et c'est celui-là qui se sent en insécurité dans son pays, n'est-ce pas? Et il faut rappeler ici que lorsque Kagame donne un ton pareil, moi je vois ça plutôt dans un sens où comme il se sentent maintenant, l'étau s'est resserré autour de lui, n'est-ce pas, sur la question de la déstabilisation de l'Est du pays. C'est comme ça qu'il est en train de faire un chantage, n'est-ce pas, un chantage à la communauté internationale. Mais il faut rappeler aussi ici que qu'il ne pense pas que le Congo va commettre encore la même bêtise, n'est-ce pas, qui est celle d'avoir accepté ne comprend pas le fait l'opération turquoise. La situation du Congo soit totalement mise sous le dos d'une seule personne, d'un seul individu. C'est ce qui le met un peu hors de lui. Quand vous le suivez, vous sentez vraiment cette colère. Il dit que cette situation du Congo, ce n'est pas seulement la situation qui concerne Kagame, c'est toute la communauté internationale. Non, mais 99 jours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. Menté, il en restera quelque chose.
Kagame, c'est celui-là qui a toujours orchestré la déstabilisation de la RDC depuis plusieurs années. Vous comprendrez que depuis notre malheur est parti de cette histoire de l'opération turquoise, où on nous avait demandé d'ouvrir un couloir humanitaire, où Kagame a fait entrer des mercenaires avec munitions et armes, n'est-ce pas, et qui ont commencé à opérer dans l'est du pays. Vous allez vous rendre compte que cet aspect de choses a été encore beaucoup plus pointillé lorsque l'AFDEL va venir, avec dans sa gibestière plusieurs... Et s'il mettait sa menace à exécution, qu'est-ce qui peut advenir? Non, mais il sera soumis aux sanctions internationales, si je ne m'abuse. Il sera aussi... il sera soumis aux sanctions internationales pendant qu'il y a déjà des rapports qui montrent réellement qu'il est en train de soutenir les M23, qui commet des massacres. Jusque-là, il n'y a pas de sanctions. Vous pouvez me laisser étayer mon argumentaire, parce que il faut rappeler ici que le premier geste a commencé avec l'Angleterre, qui a annulé son appui de 21 millions de dollars, n'est-ce pas, à destination du Rwanda. Mais il faut rappeler aussi que c'est vrai, heureusement qu'aujourd'hui, toute la communauté internationale pointe du doigt, parce qu'il faut rappeler que depuis l'AFDEL, n'est-ce pas, en passant par les RCD Goma, les CNDP et aujourd'hui le mouvement du 23 mars, ça a toujours été le Rwanda à la manœuvre pour déstabiliser la RDC. Et d'ailleurs, vous savez qu'avec la complicité de certains Congolais et certaines personnes au niveau de la communauté internationale, même certains États, ces genres de rapports, n'est-ce pas, sont des rapports qui étaient jetés dans les oubliettes, tout simplement parce qu'il fallait protéger le bourreau qui est le Rwanda. Mais aujourd'hui, avec la diplomatie du président de la République, qui est parti ça et là, et a abordé tout le couloir, n'est-ce pas, diplomatique à travers le monde, aujourd'hui, tout le monde constate, n'est-ce pas, que le Rwanda, il faut maintenant pointer du doigt parce que c'en est de trop. Plus de 10 millions de morts, n'est-ce pas? Et je pense que, bien que ça arrive avec une certaine lenteur, n'est-ce pas? Mais nous ne continuons pas le Congo, n'est-ce pas? Et le président de la République n'est sommeil ni n'est d'or, il continue, n'est-ce pas, avec sa démarche diplomatique pour mettre hors d'état de nuire cette politique diplomatique de Kagame, qui était celle de déstabiliser la RDC avec la bénédiction de certaines communautés internationales. Mais il faut rappeler aussi ici que, au-delà de cette diplomatie, c'est que aujourd'hui, l'embargo qui était en train de nous empêcher de nous approvisionner en armes et en munitions officiellement a été levé, n'est-ce pas, grâce toujours à la diplomatie du président de la République. Et vous allez vous rendre compte qu'un premier lot, n'est-ce pas, des matériels militaires sont arrivés en provenance de la Turquie. Mais je termine ici en disant que lorsque l'on dit tout haut ici qu'un gouvernement des amateurs consort, moi je regrette que ces propos-là viennent en vol. Parce que je vous rappelle ici que c'est en vol qui a été bâti campagne, n'est-ce pas, pour ces pouvoirs soi-disant des amateurs, n'est-ce pas. Il avait même bypassé les décisions de son mentor à l'époque, Moïse Katumbi. Et aujourd'hui, on ne comprend pas par quel revirement, mais moi je sais, on va développer cette matière-là. C'est qu'il s'agit des indécis, n'est-ce pas, qui pensaient avoir un gros lot. Et aujourd'hui qu'ils ont compris que ce n'était pas un partage des gâteaux, ils ont commencé à faire chanter. Mais malheureusement pour eux, ce n'est pas un gouvernement des amateurs, c'est un gouvernement qui travaille effectivement. Merci beaucoup. Et le pays est en train d'évoluer, nous allons les démontrer tantôt. Merci. Voilà, Ludovic, votre point de vue sur ces propos de... Merci d'abord. Je rappelle que le PMVS est la seule et la première structure qui avait proposé une consolidation fraternelle entre la RDC et le Rwanda. C'est la structure aussi... La consolidation la consolidation fraternelle entre la RDC et le Rwanda. Nous sommes aussi la structure qui avait fait la promotion des 3 accords signés entre les 2 chefs d'État. Et nous, notre travail, c'est de prôner sur la paix et non faciliter de messages de haine qui vont handicaper et faire obstacle au développement. Alors, concernant les propos de
de Paul Kagame, moi je me dis carrément que lui, il a mis simplement la communauté internationale devant ses responsabilités. Il ne s'est pas attaqué à la République démocratique du Congo. Vous vous rappelez qu'en 2010, il y a eu une tripartie entre la RDC, le Rwanda et l'HCR. L'HCR qui fait partie des organisations des Nations Unies. Aujourd'hui, les Congolais, donc il y a plus de 70 000, je le dis plus de 70 000 réfugiés congolais au Rwanda, Plus de 70 000. qui sont arrivés là-bas comment? Vous devrez vous rappeler lors de l'opération turquoise, quand les Hutus, après le génocide perpétré contre les Tutsis, lors de l'opération turquoise, quand les Hutus sont venus avec armes et munitions, violant les droits internationaux qui exigent à ce qu'ils soient à plus de 150 km de la frontière, nous les avons laissés là, et je vous informe que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu des trafics d'armes à l'est de la République démocratique du Congo. Et ces mêmes personnes, lorsqu'ils ont quitté le Rwanda, ils sont arrivés à l'est du pays, ils ont rencontré d'autres peuples qui ressemblent aux peuples qu'ils étaient en train de massacrer au Rwanda. C'est ce qu'on appelle les Tutsis congolais. C'est que beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a des Congolais Tutsis et des Congolais rwandais du Rwanda. Comment ça s'est passé? Pour rentrer un peu à toute une petite histoire, la partie Rutshuru, la partie Masisi, Nirangongo de l'autre côté appartenait au royaume Rwanda à l'époque. C'est lors juste de la convention d'une réunion en Angleterre, je crois bien, entre les Allemands, les Anglais ainsi que la Belgique. C'est là où l'espace Rutshuru, Nirangongo appartient maintenant à la République démocratique du Congo. Berlin, quand on a diffusé la... donc, il faudrait savoir qu'après la conférence de Berlin, il y avait des conflits frontaliers. C'est qu'en 1908, on a convoqué une réunion entre les Allemands, les Anglais et la Belgique. Et ça a été signé en 1910, où maintenant même la partie Gisenyi qui appartenait à la République démocratique du Congo appartient maintenant au Rwanda. Ça se justifie par les noms que Nirangongo, Bunagana et tout cet espace-là, Kishishi et tout. C'est un nom, oui, c'est un nom en Kinyarwanda. C'est un espace qui appartenait à... Ça appartenait au royaume Rwanda. Vous devez savoir que même ça se passe partout, en fait. Dans tous les pays, en fait, dans tous les pays frontaliers, on le trouve même si vous allez en Europe. Il y a les néerlandophones de la Belgique, il y a les rusophones de l'Ukraine, il y a les rwandophones de la République démocratique du Congo. Vous allez dans le Congo central, il y a les Bazombes de l'autre côté et tout ceci. Donc, moi, j'aimerais juste dire que nous vivons les conséquences de la mauvaise gestion frontalière et la mauvaise gestion de la colonisation. Par rapport, si nous revenons pour ne pas amener le débat ailleurs, si nous rentrons dans les propos de Paul Kagame, comme je l'ai dit, qu'il a mis juste la communauté internationale devant les responsabilités. Parce qu'il a dit qu'ils ne vont plus accepter les réfugiés congolais. Pourquoi est-ce qu'il a dit? Parce qu'ils savent qu'ils reçoivent les réfugiés congolais chaque jour. Comment est-ce qu'ils reçoivent les réfugiés congolais chaque jour? Il y a des Tutsis en République démocratique du Congo qui sont stigmatisés. Il y a des éléments de preuve que l'on voit. Vous allez voir. Il y a 3 jours, il y a le député Claude Massire, je crois, qui a tenu des propos xénophobes à Uvira, où il disait qu'il faudrait massacrer tous ces Tutsis parce qu'ils sont des Rwandais. Vous vous rappelez Martin Fayulu au Canada, quand il dit qu'il n'y a pas de Banyamulenge congolais, ils sont tous des Rwandais. Est-ce qu'il a tenu compte du niveau mental du Congolais? Parce que le Congolais, il sait que le Rwandais est un agresseur. Disons que les Banyamulenge sont des Rwandais, automatiquement le Congolais sait que c'est le Banyamulenge qui est automatiquement agresseur. Alors, comment est-ce que le Congolais va réagir face à l'agresseur? Il va il va prendre à sa forme. Parce que moi, je me rappelle que quand le chef de l'État a tenu son discours, il a demandé que l'on se constitue en groupe de vigilance. Le Congolais, chaque Congolais a eu ça à sa manière. Ceux qui prennent de l'alcool se disent tenir les machettes pour chasser. Ceux qui sont des intellectuels vont venir peut-être dans des colloques, ils vont organiser des réunions pour dire ceci. Ceux qui ont des armes vont tuer. Si je comprends bien, on peut se dire que le M23, c'est votre argumentaire, le M23 c'est un groupe congolais. Bon, en fait, il y a tous les éléments. Il faudrait savoir que les M23, ce sont des Congolais en majorité, Tutsis, par exemple, qui ont aussi, selon leurs revendications, les retours des réfugiés concernant ça. Mais je n'ai pas envie d'entrer dans ce débat parce que nous sommes des Congolais, nous restons attachés à la loyauté de la République démocratique du Congo. Mais il suffit simplement d'ouvrir cette brèche pour expliquer un peu la situation des réfugiés. Alors, quand le président Kagame dit qu'on ne va plus recevoir les réfugiés congolais, automatiquement, là, il a mis la communauté internationale devant ses responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, ici en République démocratique du Congo, c'est tous ces Congolais qui sont considérés comme des Rwandais, sont stigmatisés.
ils sont massacrés. Parce que nous avons publié un rapport le 9 décembre. Disons que la RDC, nous sommes en train de vivre les génocides. Parce que nous l'avons comparé avec les 10 étapes du génocide. Nous avons constaté qu'automatiquement, ce qui se passe en République démocratique du Congo est un génocide. Je vous rappelle que le génocide n'est pas un hasard. Il faudrait connaître les signes courants du génocide. À l'époque, si vous vous rappelez, à l'époque du génocide du Rwanda, il y avait la chaîne 1000 collines qui faisait... Je veux conclure là. La chaîne 1000 collines qui était en train de lancer des messages de haine aux Tutsis, ce sont des cancrelats et tout. Ça se voit ici en République démocratique du Congo, où certains députés, comme le président de l'Assemblée nationale, quand il dit peut-être à l'honorable Nyamorago, rentrez chez vous, pendant que les autres, ils disent, allez vous asseoir. Quand vous écoutez, qui c'est... l'ancien ministre Bitakuira, quand il dit qu'il a vu les Tutsis venir, oubliant même les mouvements migratoires, exactement, c'est déjà une manière d'inciter ça à la haine. Donc, tous ces éléments constituent un obstacle pour le développement. Alors, moi, je voulais conclure en disant ceci, cette phrase, je voulais conclure en disant ceci, que nos prises de position ne doivent pas nous donner l'impression que nous nous opposons au chef de l'État. Nous l'accompagnons, mais nous faisons appel que toutes ces personnes qui stigmatise les Tutsis congolais, parce que le chef de l'État lui-même l'avait dit le 19 juin 2020 devant la diaspora, qu'il y a des Tutsis congolais, il y a des Banyamulenge congolais. Ceux qui disent non sont ceux-là qui sont en train de détruire le pays de l'intérieur. Merci beaucoup. Okay. On va revenir sur cette thématique, sur l'aspect que vous avez abordé. Je n'ai pas voulu trop vous interrompre parce que ça allait déborder vraiment. Rodrigue, votre point de vue sur les propos du président rwandais, quelle est votre lecture? Je crois que ce n'est pas un secret pour le Congolais. Ça date de longtemps. Que le problème du Congo aujourd'hui, la déstabilisation du pays, c'est la gouvernance du Rwanda. Donc Paul Kagame à la tête comme leader du pays. Et par ce fait, il y a eu même des sanctions. Parce qu'aujourd'hui, j'attends, les gens parlent. Non, le Conseil de sécurité des Nations Unies a eu à sanctionner le Rwanda sur l'agression en République démocratique du Congo. Ce n'est pas nouveau. C'est récent? Ce n'est pas récent, ça date. Sous Kabila, on a sanctionné, je crois, l'agression Rwanda, Burundi, Ouganda. Le Rwanda a été sanctionné. Il n'y a pas longtemps, sous Kabila, il y a eu une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sanctionnant le Rwanda comme appuyant le mouvement rebelle en République démocratique du Congo. Donc, on n'est pas en train d'inventer la route. Du point de vue diplomatique, ce qui était avant, on fait mieux. Dire que parce que je l'ai suivi. Ceux qui étaient avant ont fait mieux, là vous faites allusion. Du point de vue diplomatique. Point de vue diplomatique. Ça veut dire que nos amis qui dirigent aujourd'hui n'ont rien fait de nouveau. Au contraire, ils ont trouvé une situation de maintien de l'ordre public qu'ils ont aggravé en situation de guerre. Mais l'embargo, plutôt, je vais me prendre l'embargo, la levée de sanctions. Parce qu'on veut tout mélanger, il faut arrêter ces mélanges inutiles. L'embargo contre la République, contre le gouvernement congolais est levé depuis 2008. L'embargo d'achat d'armement pour le gouvernement est levé. La preuve, la République démocratique du Congo s'achetait des armes depuis tout ce temps. Depuis tout ce temps, la République démocratique du Congo s'achetait des armes. Sauf que on nous a mis au nom de l'irresponsabilité de nos gouvernants qui facilitaient, ou soit qui regardaient sans agir la vente de l'armement congolais aux groupes terroristes, notamment les CNDP et consorts. C'est le gouvernement qui vendait les armes, le gouvernement congolais qui... Je ne parle pas du gouvernement, je dis l'inaction. L'inaction du gouvernement congolais face aux trafiquants d'armes officiellement reconnus et d'ailleurs extampillé par un rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous vous souviendrez que nous avons des généraux dans ce pays qui ont été listés comme trafiquants d'armes qui vendent les armements et tenues militaires de FARDC aux groupes rebelles. C'est connu, ce ne sont pas des secrets. Mais qu'est-ce que Félix Tshisekedi fait quand il arrive en 2020? Quand il arrive en 2019, il trouve ses rapports. Mais il prend le même généraux, il donne certains des grades, il donne à certains des promotions. C'est là où je parle de l'amateurisme. Vous ne pouvez pas savoir que tel généraux est listé. Je ne citerai pas le nom. Je ne citerai pas le nom des officiers parce que c'est connu, c'est un rapport public. Ces généraux-là ont reçu grade et promotion sous Félix Tshisekedi. Et lorsque le Conseil de sécurité a voulu réévaluer la situation, non pas de l'embargo qui était levé en 2008, mais de la notification préalable, qu'est-ce qu'ils constatent? C'était tout un débat lors d'une session du Conseil de sécurité des Nations Unies. Leur constate que ces généraux-là, listés comme trafiquants d'armes illégales, ont été promus.
Et on a fait que reconduire la notification préalable. Pourquoi alors elle a été levée? Et des deux, parce que nous parlons des questions sérieuses. La notification préalable, c'est pas sur toutes les armes. Sur toutes les armes, non. C'est sur certains types d'armements. Pas tous. Parce qu'on a acheté des Kalachnikov ici. J'aurais appris qu'ils ont acheté Sukhoi 95. Comment ils l'ont acheté s'il fallait, ils étaient sous embargo? Il faut arrêter de venir au nom des éléments de langage tromper toute une population. La vérité est que l'embargo levé depuis 2008, aujourd'hui, c'était une question de la notification préalable. Maintenant, analysons la question de la notification. Je reviendrai sur le propos de Kagame. On veut tomber dans la maladie de vite content. La maladie de vite content, ils sont vite contents, quoi. C'est-à-dire, dites-moi, on lève la notification préalable. C'est là empêcher les M23 d'attaquer, de se battre avec le FARDC à Rutshuru. Le problème de la sécurité de notre système de défense est un problème fonctionnel, systémique et un problème structurel. Il faut reformer l'armée. Il ne faudrait pas, en tant que gouvernant ou futur gouvernant, aller par le dos de la cuillère, contourner le problème. Il faut regarder le problème en face et il faut le fixer et poser des la loi de la programmation militaire qui a déjà été adoptée à l'Assemblée nationale, même promulguée par le président de la République, qui est déjà, il y a même un financement qui est prévu dans la loi des finances 2023. La loi de programmation militaire, c'est déjà une effectivité pour 2023. Plus de 1 milliard de dollars, c'est déjà les réformes que vous demandez au niveau de l'opposition. Laissez-moi en rire. Une fois de plus, c'est la maladie des vite contents. La maladie des vite contents. Vous parlez de quel gouvernement? Un gouvernement indiscipliné financièrement? Une gouvernance qui baigne dans une délinquance financière inexpliquée? Tenez pour vous. La loi sur la programmation militaire sera la conséquence du budget global. Il faut commencer par respecter l'exécution budgétaire, les assignations budgétaires. Or, vous avez quel gouvernement aujourd'hui? Vous avez un gouvernement qui a ébranlé tous les crédits budgétaires qui lui ont été assignés pour toute une année en 6 mois. Déjà, je parle ici du communiqué de conjoncture de la Banque centrale, publié en juillet dernier, en juillet 2022, qui nous a signalé que nous étions au premier semestre de l'année, mais toutes les institutions de la République, présidence de la République, gouvernement, Assemblée nationale, Sénat et tant d'autres, ont tous fini leur crédit budgétaire. Ils ont vécu dans le dépassement budgétaire. Allez regarder le rapport sur la reddition de comptes. Nos amis de vite comptés vont arrêter de rigoler. Ce sont des gens qui tombent vite contents. Mais vous avez quel gouvernement? Vous avez un gouvernement qui a dépensé des milliards de dollars de recettes additionnelles sans loi de rectificatif du budget. Est-ce qu'on est sérieux? Et c'est ce gouvernement-là que vous voulez, moi, en tant que Congolais, me dire qu'ils seront suffisamment disciplinés pour allouer 1 milliard de dollars à l'armée, alors qu'il y a un remaniement qui se présage, et ceux qui viendront là, ils viendront avec des ambitions électoralistes pour consommer le budget de l'État au nord de la campagne. Ce sont des indisciplinés financiers. Vous avez vu ce qu'ils ont fait dans tout le programme Tilingelo 100 jours, et ce sont ces gens-là qui vont venir nous en parler. Je vais rappeler ici, parce qu'on parle de loi de programmation, je tiens à rappeler qu'il existe aussi une loi de programmation sur la justice congolaise qui n'a jamais été appliquée. Donc, il ne faudrait pas tomber dans la maladie des vite contents. Mais sur la question de Kagame, pour chuter, sur la question de Kagame, ce que je veux dire, la responsabilité pour éviter que le Congolais parte comme des réfugiés, revient au gouvernement congolais à sécuriser correctement le Congolais, non pas à sous-traiter notre sécurité à l'EAC qui par-dessus de tout a décidé de mettre des zones tampons pour ne rien faire. Et la population s'en plaint sur terrain. Donc, nous avons en face de nous des amateurs, des apprentis sorciers qu'il faut virer en 2023. S'il vous plaît, Rodrigue Ramazani, mettez un peu de l'eau dans votre vin, parce que il s'agit d'une question de... Non, je suis même pas dur. Sois un peu modéré. Je suis vraiment dans une analyse simpliste. Russell Mutoke, je m'en tiens un peu à propos de vos co-débatteurs. Celui qui est tout juste à ma gauche ici a parlé d'une question de nationalité. La nationalité où certains outils congolais poseraient un peu de problème. Vous l'avez suivi. Et Rodrigue Ramazani parle de problèmes de fonctionnement fonctionnel, un problème fonctionnel et structurel dans la gestion de la chose publique, particulièrement dans la question sécuritaire. N'est-ce pas fondé quand il dit qu'il y a dépassement budgétaire et que la mobilisation généralement va ou est orientée pour la gestion ou pour la consommation particulièrement ou généralement des institutions de la... Est-ce qu'ils ont tort de dire ça?
Non, mais je crois que Rodrigue a tort de dire ça, n'est-ce pas? Mais je vais revenir sur Rodrigue après. Je préfère commencer par mon frère pour lui dire que non, mon frère, cette histoire du royaume Rwanda, où une partie de la RDC appartenait à une certaine époque, était un leurre. Je paraphrase ici le professeur Ndayuel, qui rétablit cette histoire, n'est-ce pas? C'est plutôt une partie du Rwanda, d'Ouganda et consorts qui appartenait à la RDC. Donc il ne faut pas venir mentir le Congolais ici. Vous avez cité le professeur Ndayuel. Ndayuel, c'est très clair, j'ai donné une précision. Lui aussi va donner ses sources d'information. S'il te plaît, j'ai cité le professeur Ndayuel, mais il n'était pas seul. Vous verrez que dans cette vidéo-là, il y a toute une litanie des historiens, n'est-ce pas? Parce que moi, je suivi une vidéo où le professeur Ndayuel explique avec précision ces choses. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous allez vous rappeler que même à l'époque, lorsqu'on appelait bassin du Congo et consorts, c'est le Rwanda, l'Ouganda et consorts qui faisaient partie intégrante de la RDC. Ce n'est pas ce que lui, il raconte. Vous comprenez? Donc il ne faut pas venir avec une histoire que vous fabriquez pour donner quitus, pour prêter des béquilles, n'est-ce pas, à Paul Kagame avec son esprit hégémonique. Il met la communauté internationale devant ses responsabilités. Non, ça c'est très faux. Ça c'est très faux. Ça c'est une autre façon de faire un chantage. Mais n'est-ce pas que le président avait dit que le Banyamulenge sont congolais, M. Russell Mutoke? N'est-ce pas que le président... Vous pouvez me laisser argumenter parce que là, vous allez me perdre dans mes idées. Il n'y a pas de problème. Je vais lui dire ici que Kagame a toujours fait des chantages à la communauté internationale quand on veut pointer du doigt, quand on l'accuse dans ses exactions sur la RDC. Il ne faut pas venir faire l'apologie de « oh non, voilà, et qu'on sort pour dédouaner les Rwandais ». Ce n'est pas du tout cette histoire-là, c'est biaiser l'histoire. N'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte que lorsque à Paris, vous savez pourquoi est-ce que le Rwanda a quitté n'est plus un pays francophone, mais un pays anglophone. C'est parce qu'à Paris, on a décidé de créer une justice pour poursuivre Kagame qui a participé au génocide. Et à cette époque-là, qu'est-ce que Kagame fait? Il a commencé les chantages, et parmi ces chantages, ils ont quitté ils ne sont plus un pays francophone, mais un pays anglophone. N'est-ce pas? Je crois la France, connaissant qu'il a aussi des choses qu'il a orchestrées dans le génocide rwandais et consorts, aujourd'hui est toujours tout le temps à la manœuvre. C'est comme ça que vous voyez Louise Mushikiwabo reconduit au niveau de la francophonie. Et chose étonnante parce qu'un pays anglophone, mais qui dirige une institution francophone. Vous comprenez? Et donc pour dire qu'il ne faut pas biaiser l'histoire, ce n'est pas correct, n'est-ce pas? Lorsqu'il parle de non, voilà, génocide de Tutsi congolais et consorts. Au Congo, il n'y a pas le terme génocide, messieurs. Il faut rappeler cette histoire. Parce qu'au Congo, c'est 450 tribus, messieurs. Je crois ethnie ou tribus, vous comprenez? Et au Congo, il n'y a jamais eu cette histoire-là d'épuration ethnique, épuration et consorts. Non, ça n'existait pas ces termes-là. Il ne faut pas nous importer ces termes-là. Pour justifier un peu certaines personnes, notamment les Nyarugabo et consorts, qui veulent prêter des béquilles à Paul Kagame, commencer à raconter, stigmatiser et consorts une histoire comme ça. Vous venez de le dire ici tantôt. Le président de la République lui-même a dit, ce sont nos frères congolais, devant des milliers de Congolais, venez l'entendre. Je crois que c'était à Londres si je ne m'abuse. Devant des chaînes internationales. N'est-ce pas? Et lui, puisqu'il a entendu une intervention peut-être de Martin Fayulu, de certains politiques, il trouve que c'est ça qu'il faut donner quitus. Non, messieurs. Les seules personnes habilitées à reconnaître la nationalité congolaise, c'est le gouvernement, c'est le président de la République qui est garant du bon fonctionnement des institutions. Vous n'allez pas aller citer les consorts. C'est le président ou c'est la loi, ou c'est la loi qui doit définir qui Le président de la République, c'est une institution. Je ne parle pas du président, de l'individu président, je parle de l'institution président de la République. N'est-ce pas? Et donc, vous allez vous rendre compte, même lorsqu'il cite cette histoire de M. Mbosso et consorts, mais moi c'est quand même regrettable de savoir que l'on parle des génocides
Oh non, il n'y a que les Congolais d'origine rwandaise et qui sont stigmatisés, un génocide et consorts. Mais des milliers de Congolais qui sont tués par l'armée rwandaise à l'est du pays. Ce ne sont pas des Congolais ceux-là. Non, arrêtez cette histoire. Il n'y a aucune stigmatisation parce que si vous regardez les différents gouvernements qu'il y a toujours dans ce pays, les Banyamulenge ont toujours été au gouvernement. Dans le gouvernement. De quelle stigmatisation il parle? Dans les institutions de la République, dans les établissements publics. Attends, s'il te plaît, dans les établissements publics. Quand vous partez à Goma, là-bas, et qu'on sort dans tout ce coin-là, Ituri et qu'on sort, qui ont des responsabilités là-bas? N'est-ce pas les Congolais et Banyamulenge? On va parler. Donc il ne faut pas parler de cette histoire de stigmatisation, venir raconter une histoire fantoche qui n'existe pas. Non, voilà un certain royaume. Je crois que nous connaissons ce jeu-là. S'il te plaît, pratiquement épuisé. Nous connaissons ce jeu-là. C'est un jeu pour venir avaliser l'esprit hégémonique du Rwanda. Les Banyamulenge, le président de la République l'avait dit, ce sont de Congolais. La loi congolaise les reconnaisse comme tels. Il ne faut pas venir biaiser l'histoire. Il n'y a pas de stigmatisation dans ce pays. Alors, Ludovic Kalengai, je vais vous repasser la parole, ne vous en faites pas. Vous avez fait pratiquement 5 minutes et demie, mais vous allez pas. Alors, Ludovic Kalengai, cette reconnaissance des Banyamulenge qui serait, en fait, il y a cette polémique autour de réels problèmes, réelles nationalités de ces gens-là. Les documents que vous avez lus en votre possession, qui attestent vraiment que ces gens-là sont réellement congolais. Quels sont les auteurs que vous avez lus sur l'histoire de la RDC? Bon, en fait, j'aimerais d'abord commencer par répondre à mon frère. En fait, moi je pensais qu'il allait me parler, qu'il avait fait des recherches lui-même, il a lu. Mais quand il me dit qu'il a suivi à la télé Ndawel, moi je dis que mon frère est en train de réfléchir par procuration. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il a lu Ndawel. Il n'a pas suivi une vidéo. La vidéo, c'est une référence. Mais j'ai même lu des documents. Ok, notamment des livres du professeur. Okay, là, vous venez d'ajouter, c'est pas un problème. Je n'ai pas ajouté. Vous savez que moi, personnellement, j'ai été formé dans le parti de Denis Sanga. J'étais de ceux-là aussi qui haïssaient le Rwanda. Pourquoi? Parce que nous écoutions tout ce que nos leaders politiques disaient. Lorsque nous sommes décidés de prendre notre chemin, moi, je suis allé au Rwanda 3 fois. Je suis allé à Rutshuru, je suis allé à Masisi, je suis allé dans l'Inirango. Je n'ai pas suivi les politiciens. Moi-même, je suis allé sur place. J'ai commencé par poser la question. Nirangongo est en Kinyarwanda, pourquoi? Bunagana est en Kinyarwanda, pourquoi? Rutshuru est en Kinyarwanda, pourquoi? Même Goma, c'est en Kinyarwanda. C'est Ngoma qui signifie, je crois, lance des choses pareilles, je vais me rappeler après. Ngoma. Pourquoi toutes ces choses? Non, on doit assumer les responsabilités. Si on dit, parce qu'à l'époque, nous étions gouvernés par des royaumes, ce n'est pas si la partie du Congo appartenait au royaume Rwanda à l'époque que nous perdons, que nous puissions nous dire que non, bon voilà, c'est faux et tout ça. Non, nous devons assumer la responsabilité comme telle. Reconnaître que cette partie appartenait au royaume Rwanda ne donne pas une justification pour qu'on puisse nous arracher notre terre. Non. Parce qu'il faudrait comprendre, j'ai compris aussi qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont expliquées. Il y a une différence. Enfin, d'abord, je parle de la question des Banyamulenge. Les Banyamulenge sont dans le sud Kivu. Dans le nord Kivu, il n'y a simplement que des Tutsis, qu'on appelle les rwandophones, il y a aussi des Hutus et des Tutsis. L'histoire des Banyamulenge et donc des Tutsis du sud Kivu est une autre histoire différente de celle du nord Kivu. Celle du nord Kivu, c'est la conséquence des tracés frontaliers. Mais au niveau du sud Kivu, ils existaient là depuis très longtemps. C'est pour cela que je dis la nationalité congolaise des Tutsis n'est pas une clémence de l'État. Est-ce que la cohabitation... Je dis ceci, la nationalité congolaise des Tutsis n'est pas une clémence de l'État. Ils étaient ici avant que les Belges ne puissent mettre leurs pieds. Ici, quand les Belges sont arrivés, ils ont trouvé des peuples au niveau de Rutshuru. Ils parlaient quelle langue? Pourquoi est-ce qu'à Bunagana on parle le Kinyarwanda? Pourquoi est-ce qu'à Kishisa on parle le Kinyarwanda en majorité? Pourquoi est-ce qu'à Rutshuru, tous ces endroits on parle le Kinyarwanda en majorité? Le ministre Mouyaya, pourquoi est-ce qu'il a dit que le Kinyarwanda est une langue congolaise? Pourquoi? Parce que le Kinyarwanda est parlé en République démocratique du Congo. Toutes ces personnes sont des rwandophones. Quand on parle de rwandophones, c'est un groupe linguistique et culturel. Alors, les Congolais que Kagame menace d'expulser, ce sont des Congolais Tutsis ou bien... Non, franchement, moi j'ai écouté.
j'aime toujours être correct dans mes propos. Même si je ne suis pas aussi content de ce propos qui a été tenu parce que ça crée une ambiguïté, mais moi, j'ai toujours vu le bon côté des choses. Il a dit qu'ils ne vont plus accepter des réfugiés congolais. Il a utilisé le futur. Il y a déjà des réfugiés congolais. Il n'a pas menacé de chasser. Il y a plus de 100 000 Congolais qui vivent au Rwanda. Il n'a pas menacé de chasser. Oui, 100 000 Congolais à part des réfugiés. Moi, je suis en train de dire des choses parce que moi, je suis allé au Rwanda pour visiter et pour rencontrer des personnes qui sont là. Donc tout ce que je dis, c'est parce que j'y étais. Moi, je ne peux pas comprendre qu'une personne qui n'a jamais mis les pieds au Rwanda commence à m'expliquer que c'est faux. C'est tout à fait anormal. Moi, je suis allé à Rutshuru, je suis allé à Masisi. J'ai rencontré les autochtones de là. Parce que, est-ce que vous voulez, si on veut, je pense qu'à une autre émission, on va parler de cet aspect de l'histoire rwandophone et tout. Moi, je suis allé sur place. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a une falsification de l'histoire. Il y a des livres qui sont falsifiés, par exemple. Je vous donne l'exemple comme le premier roi de Rutshuru, qu'on appelle Rugabo II, des choses pareilles. On n'a jamais parlé de Rugabo Ier. Toutes ces choses ici, c'est ce qu'on appelle la falsification. Alors, pour ne pas tomber dans ce piège, je suis allé moi-même sur place. J'ai parlé avec les gens de là et j'ai compris l'histoire et je reviens avec ce que j'ai compris par conviction. Moi, je ne dois pas venir à la télévision ici. Écoutez, moi, je ne dois pas venir à la télévision prendre une décision, dire parce qu'un leader du parti politique a dit ceci, notre chef a dit ceci, un autre type a dit ceci. Et je me mets ça, c'est réfléchir par procuration, mon cher ami. Nous sommes des intellectuels. Allons chercher, allons lire. Parce que moi, quand je lis une chose, quand je constate, je vais vous donner un exemple simple. Est-ce que vous savez même que la Tutsi Hutu n'est pas raciale? Ce n'est pas racial, c'est une classification sociale. Une personne pouvait quitter de Hutu à Tutsi et de Tutsi à Hutu. Je suis allé moi-même sur place et j'ai vérifié. Pourquoi? Parce que tout dépendait du nombre de bétail. Un papa qui a 10 bétail, et son fils, on a 150 Hutu, son fils devient Tutsi et lui reste Hutu. C'est ce qui avait fait à ce que, parce que quand l'homme blanc est venu, à la petite histoire, quand l'homme blanc est venu, il a constaté qu'il y avait un groupe de personnes qui étaient différents. Ils avaient beaucoup de bétail, ils avaient beaucoup d'argent, ils ont commencé à réfléchir. Je vais donner une explication claire là. Ils ont compris juste que les personnes qui réussissent, les personnes qui ont beaucoup de vaches, ont une physiologie, une morphologie telle. Ce sont eux qui ont amené. Et aussi, je vais insister, quand les gens disent qu'il y a plus de 450 ethnies ici, ils oublient le concept de l'ethnocentrisme. La culture africaine nous regroupait par des clans, pas par des ethnies. On ne doit pas tomber dans des pièges pareils, nous devons être des intellectuels. Merci beaucoup. Il y a les Benampuka, Benakalamba et tout ça, et par-ci par-là. On ne doit pas entrer dans les jeux européens et devenir ridicule devant les milliers de téléspectateurs qui nous regardent. Merci beaucoup. Ludovic Alenga, je pense qu'on va finir avec Rodrigue sur cette question. On va passer à la question des élections parce que le temps est en train de filer rapidement. Ludovic Alenga, donc, et plutôt Rodrigue Ramazani. Tout en soulevant d'entrée des jeux un point de discordance avec mon ancien camarade du parti qui dit qu'il était au parti de Délice Sanga et on détestait le Rwandais. C'est faux et archi faux. Nous n'avons pas chez nous à l'envol une xénophobie contre le peuple rwandais. Les problèmes du Congo, ce n'est pas le peuple rwandais. Les problèmes du Congo, c'est la gouvernance du Rwanda. C'est Paul Kagame les problèmes, il faut le dire. C'est Paul Kagame qui veut à tout prix, à tout bout de champ, déstabiliser la République démocratique du Congo pour ses intérêts soit expansionnistes et dans le souci de vouloir développer son pays et servir ses partenaires. On a l'envol, j'insiste, l'envol n'a pas une xénophobie contre le peuple rwandais. Le peuple rwandais est une population qui pour certains cohabite avec nos sœurs, qui pour d'autres cohabite avec nos frères. Nous n'avons pas de problème avec cette population-là. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est avec les dirigeants rwandais qui ont l'intention de déstabiliser notre pays. Et au nom du patriotisme, au nom de la souveraineté de notre État, moi, étant que Congolais, je ne peux en aucun cas accepter une gouvernance qui veut mettre mon pays en ayant continué à le mettre à genoux. Vous savez, depuis quand le Rwanda continue à déstabiliser la République démocratique du Congo, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps. Donc les problèmes, ce n'est pas le peuple rwandais. J'insiste
Je souligne qu'à l'envol, lui et moi, nulle part on nous a mis quelque part pour nous dire qu'il faut être xénophobe contre le Rwandais. Ça, au moins, sur ce point, moi j'ai des points de discordance avec mon ancien camarade. Maintenant, pour revenir à un point qu'il avait soulevé, oui, l'honorable, c'est ça. Et l'envol, à un moment donné, on a soutenu la candidature de Félix Tshisekedi. On a soutenu les candidats à Félix Tshisekedi. Il y a un moment, il faut arrêter de faire l'amalgame. Il y a ce qu'on appelle, il y a un candidat, et puis il y a la gouvernance. Lorsque nous constatons que Félix Tshisekedi arrive au pouvoir dans sa gouvernance, décide de pactiser avec Kabila, nous on a dit non. On a pris nos responsabilités de le seuil de ne pas accompagner l'alliance FCC-Cash, alors qu'eux, ils étaient en train de dire que Kabila était l'homme le plus sérieux du monde, Kabila était à exalter, Kabila... Vous étiez, vous à l'envol à l'époque, vous aviez à l'époque de Kabila, vous étiez en train de dire que justement, la sécurité, l'insécurité de l'Est, l'auteur, c'est le système Kabila qui est en train de comment dire. Mais c'est la gouvernance. C'est la gouvernance de Kabila. C'est la gouvernance de Kabila. Et c'est la gouvernance de Tshisekedi qui accentue le problème aujourd'hui. Nous quittons une situation de maintien de l'ordre public pour arriver dans une situation de guerre, jusqu'à arriver à une situation de zone tampon où nous avons perdu pratiquement notre intégrité du territoire et la liberté de nos militaires dans le cadre de la souveraineté de protéger nos concitoyens. Et ça, vous le trouvez normal en tant que Congolais? Non, c'est exacerbé, c'est inacceptable. Donc, pour y en arriver, je tiens à rappeler que nous avons soutenu la candidature de Félix Tshisekedi, mais après sa gouvernance, nous ne partageons pas sa manière laxiste d'accepter que ses proches collaborateurs deviennent des millionnaires au nom du trésor public de l'État. C'est une liberté, on a soutenu la candidature, mais pas les détournements des deniers publics. Maintenant, sur votre deuxième sujet, il s'agit de parler des élections. Là, je vais lancer le sujet sur les élections, mais j'aimerais quand même que vous puissiez réagir pendant 1 minute sur la non-application des résolutions de Luanda. Est-ce qu'il s'agit là d'un problème de gouvernance encore du président Tshisekedi? Parce que le Rwanda avait signé, l'Angola a signé comme État médiateur, et le Rwanda avait signé également pour respecter le retrait notamment des M23 et l'arrêt de soutien des rebelles. S'il n'y a pas application de ces résolutions, est-ce le problème encore de Tshisekedi? Je répète, je crois que mon parti, la difficulté avec mon parti, c'est ça. Je crois que j'étais avec Rissel quand cette histoire des signatures multiples avec des accords signés ça et là, bilatéraux, multilatéraux. Nous, l'envol, avions pris une position pour dire le problème du Congo, ce n'est pas avec les autres. Le problème du Congo, ce sont nos turpitudes internes. Aucune guerre ne s'est jamais finie sans négociation. Non. Aucune guerre au monde. Pour finir une guerre, il faut avoir une armée dissuasive, une armée efficace pouvant repousser les attaques des ennemis. Il faut construire une armée républicaine, il faut reformer le FARDC, il faut avoir une administration fonctionnelle. L'administration, c'est pratiquement le cerveau moteur d'un État. On n'a pas une administration, cher ami. Est-ce que vous prenez les temps? Je ne sais pas, certains parlent du Congo, le disait par moment Ludovic, et c'est la chose que nous avons à l'envol. Certains parlent du Congo en se limitant aux 24 communes de Kinshasa. Ils n'ont peut-être jamais fait de longs kilomètres, ils n'ont jamais visité Isiro, ils n'ont jamais visité Bafouassende. Ils sont en train de parler du Congo. Le Congo, c'est Merci beaucoup. C'est l'ensemble du territoire national. Merci beaucoup. Il y a des espaces où vous quittez. Rodrigue. Il y a des espaces où vous quittez. Vous Merci. faites plus de 5 km sans la présence de l'État. Alors qu'en 1920, Merci. 1920, je dis bien, on disait déjà que l'administration belge était la meilleure administration de toutes les colonies parce qu'il était impossible d'imaginer une semaine sans que le villageois au fin fond ressente la présence et l'existence Merci de beaucoup. l'État. Et ça, c'était Rodrigue. grâce à une organisation trinitaire. Merci beaucoup. Église, administration ainsi que les entreprises. Merci Mais beaucoup. aujourd'hui, Merci. il y a un problème qui se pose au niveau de l'organisation. Donc, Merci beaucoup. cette histoire-là des Rodrigue. accords, ils peuvent en signer 1000. D'accord. Tant que le Congo ne va pas décider je vais vous repasser la parole tantôt. de chasser ces turpitudes Merci. internes, Merci. ces problèmes-là vont perturber. Merci. Vont perdurer. Merci beaucoup. Nous sommes déjà en pleine opération d'enrôlement à Kinshasa, qui est dans la zone opérationnelle, dans l'aire plutôt ouest. 10 provinces sont concernées. Pendant 1 mois, les élections, plutôt l'enrôlement est censé se dérouler dans cette partie. Il nous reste pratiquement 2 semaines ou 1 semaine et demie pour que l'enrôlement puisse techniquement se dérouler. Est-ce que, au regard de certaines turpitudes, notamment les préalables posés par l'opposition, les problèmes techniques et même des centres où
Certains cadres de la société civile se plaignent du fait que les machines ne fonctionnent pas normalement, il manque de courant, manque de batterie, tous ces petits problèmes. Mais le gouvernement tient en tout cas à financer les élections pour que les élections se tiennent cette année 2023. Le président de la République a dit qu'il n'y a pas d'autre alternative qu'à part le respect du délai constitutionnel, tout comme l'expert Denis Kadima. Est-ce que possible d'envisager un dépassement du délai au regard de certaines réalités sur le terrain, toutes ces plaintes techniques que les gens sont en train d'évoquer? Il y a aussi la contrainte sécuritaire, parce que le PPRD a dit tantôt, dans un communiqué, que pour qu'ils aillent aux élections, il faut que la sécurité également soit rétablie sur l'ensemble du territoire national. Or, nous le savons, il y a des territoires où il y a toujours insécurité, déplacement des populations, réfugiés. Au regard de ce tableau, est-ce que vous pensez qu'un glissement ou un dépassement est envisageable? Je crois que vous avez vidé la matière de la question, parce que je crois que les officiels ont tout dit. Denis Kadima a dit les élections se tiendront en 2023, n'est-ce pas? D'ailleurs, le calendrier est clairement établi, n'est-ce pas? Le 23 décembre 2023, ça c'est le calendrier. Donc je ne viens pas dire le contraire. Lorsque vous regardez la détermination du président de la République, c'est le respect de la Constitution, les élections en 2023, n'est-ce pas? Nous sommes en plein processus électoral, n'est-ce pas? Et donc je ne vois pas pourquoi est-ce que nous avons épilogué sur une histoire qui n'existe presque pas. D'autant plus que les chefs des institutions ont dit qu'ils sont déterminés pour les élections. Mais je vais revenir quand même sur... Il y a des impondérables qui peuvent aussi... Exactement, ça ne manque jamais. La vie humaine est faite ainsi. Des impondérables qui surgissent toujours, n'est-ce pas, pour... mais lorsque l'on a déjà planifié, je pense que tout ça... Parlons particulièrement de la question de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Vous pensez qu'il est possible que la situation soit rétablie avant les élections, notamment la présidentielle qui va se tenir en décembre? C'est possible? De toutes les façons, les autorités sont en train de se battre pour que cette question de la sécurité prenne fin, n'est-ce pas? Mais je vais entrer beaucoup plus dans les détails pour essayer d'étayer certaines choses que j'ai entendues ici. On me dit, Ira, ici que voilà, il y a un monsieur même qui parle de choses, il n'a jamais mis les pieds au Rwanda et qu'on sort. Je rappelle que je suis arrivé à Kinshasa en 97. Okay. J'ai passé toute mon enfance à l'est du pays, n'est-ce pas? Uvira, Bukavu, Goma, Ituri, Nyiragongo, ce sont des endroits où je suis passé, j'ai habité, n'est-ce pas? Les Fizi, parce que mon père était un fonctionnaire de la recherche scientifique. Donc allez-y comprendre, n'est-ce pas? Donc j'ai entendu des choses ici, je vais donner certaines précisions. On nous dit ici que non, voilà, on peut quitter des Tutsis à Hutu et qu'on sort. Non, mon cher ami, j'ai vécu les affres de cette guerre de l'Est. J'ai vécu l'entrée de l'AFDEL, moi. J'ai vécu l'après l'entrée de l'AFDEL lorsqu'on va massacrer les populations à Tingi et qu'on sort tous ces réfugiés là où tout qui était venu se réfugier en RDC. On parlait d'histoire de morphologie. N'est-ce pas? C'est la morphologie qui détermine le Hutu et les Tutsis. Ce n'est pas ce que lui il raconte là, les vaches et consorts, non, c'est la morphologie. Et même lorsqu'ils étaient entrés dans des s'entretuer au Rwanda là-bas, sur la question du génocide, c'était sur la question de la morphologie. N'est-ce pas? Ils se reconnaissaient entre eux sur la question de la morphologie. D'ailleurs, je suis en train de lui dire même, ma propre mère qui est Luba, des pères et des mères, n'est-ce pas? À l'époque, était par moments même confondue. Et elle a dû même commencer à éviter à aller au marché, notamment le marché des Katana, parce qu'à cette époque-là, le Rwandais qui était venu en tant que réfugié était en train d'envahir toute cette partie-là. Vous comprenez? J'ai vécu à l'est du pays. Je peux vous dire aussi que lorsqu'il dit que pouviez-vous nous dire comment est-ce que la langue rwandaise est parlée, ceci, cela et qu'on sort, il va racoler le fait que c'est parce que moi je vous dis que dans notre pays, au niveau des frontières où nous partageons des frontières avec certains pays voisins, il y a des langues qui s'entremêlent. Vous comprenez? Ça existe même entre nous et l'Angola, les Bazombo et Kosovo. Vous comprenez?
ça existe entre nous et les Congo-Brazzaville et consorts. Vous comprenez? Ce sont des choses qui existent entre nous et la Centrafrique, ce sont des choses qui existent. N'est-ce pas? Vous voyez des populations qui parlent la même langue de l'autre côté, vous comprenez? Parce qu'en fait, l'histoire ici, c'est que lorsqu'on a découpé, parce que le colon, lorsqu'il a découpé l'Afrique, il n'avait pas découpé ça pour nos beaux yeux ou pour nous organiser, mais c'était pour leur conflit. Le conflit de puissance coloniale. C'est une situation. On peut même faire une émission. C'est l'homme blanc. C'est dû à l'homme blanc. L'homme blanc a voulu séparer les Africains. Est-ce que je peux y aller? Noirs. Je crois que même prochainement, vous pouvez nous inviter pour faire une émission sur cette question, sur cette histoire. Vous allez comprendre que même en 1885, lorsque le colon était en train de découper l'Afrique, ce n'était pas pour les Africains. C'était pour régler leurs conflits des puissances coloniales. N'est-ce pas? Et donc, un peu pour dire que je connais beaucoup cette question de l'Est, je ne suis pas un parvenu, j'ai grandi dans ce coin de la République, j'en connais quelque chose. Et donc, j'ai entendu ici, histoire de dire, voilà, l'embargo, oui. L'embargo a été levé en 2008, oui. Mais on va vous dire tout de suite que ça a été plutôt dirigé au niveau des groupes armés. Peut-on nous dire comment est-ce que notre avion qui transportait des matériels militaires a été réquisitionné? Les gouvernements avaient communiqué dessus. Si nous n'étions pas sous embargo, pourquoi on avait arrêté cet avion? Pourquoi nous avons eu l'allègement pour passer de l'embargo? C'est une réunion du Conseil de sécurité qui a été décidée il n'y a pas longtemps, je crois, si je m'abuse, c'est en 2022, n'est-ce pas? Ou au début de 2022 ou 2021. De l'embargo à la notification. Nous sommes passés de l'embargo à la notification préalable. On a parlé même d'allègement. Les documents sont là, les vidéos sont là. N'est-ce pas? Alors, terminé. Et donc, pour dire que en réalité, nous étions sous embargo, mais on voulait nous faire voir verbalement qu'on n'était pas sous embargo. Parce que si nous n'étions pas sous embargo, on n'allait pas parler d'un allègement pour se retrouver à une décision de notification préalable et par la suite enlever carrément même la notification préalable. D'accord. Vous comprenez? Merci beaucoup. Non, mais je n'ai pas fini. Il faut dire ici aussi que Wissel Mutoké. Est-ce que je peux quand même finir mon argumentaire parce que là... Vous avez... finissez votre argumentaire rapidement, s'il vous plaît. On doit donner la parole à votre co-débatteur. On me dit ici, j'ai fini par là, et toujours par cette question de la sécurité, on a sous-traité notre... Non, il ne s'agit pas de sous-traiter notre sécurité. Lorsqu'on est membre des organisations internationales, on a droit à certains privilèges, notamment des privilèges sur l'appui militaire. C'est comme ça que vous avez des casques bleus presque partout en Afrique. C'est comme ça que vous avez l'OTAN en Europe. Vous comprenez? Avoir, par exemple, la MONUSCO ou la MONUSCO ici, ou l'EAC sur notre sol, n'est-ce pas, ne veut pas dire que nous avons sous-traité notre sécurité. Pas du tout. Ça rentre dans le cadre des engagements que nous avons pris en tant que membres de ces organisations-là. Très bien. Est-ce que vous savez que... Très bien. À travers l'Afrique, vous avez la MINISMA, vous avez la MINISCA et consorts. Ça ne veut pas dire qu'on a sous-traité la sécurité, mais je vais chiter. Non. Vous deviez chiter, vous devez chiter. Merci beaucoup. Ludovic Kalingaï, la question, c'est question de l'Est. Vous qui vous dites que vous avez été sur place, quelles sont les propositions que vous préconiserez aux dirigeants? Et puis nous allons prendre la question de l'élection, s'il vous plaît. Okay. Merci beaucoup. Bon, en fait, tout ce que nous le faisons aux yeux de tous. Moi, j'aimerais dire aussi à mon frère, quand il dit que les autorités ont dit ceci, les autorités vont faire ceci. Et qu'est-ce que nous faisons? On ne doit pas laisser les autorités tout faire. Nous, qu'est-ce que nous apportons? Nous, par exemple, les PMVS, comme je l'ai dit, nous avons proposé tout cela, la consolidation fraternelle. Nous avons publié un rapport détaillant cela et nous avons appelé même le chef de l'État à mettre en place une structure mixte de lutte contre la discrimination. Parce que ce n'est pas seulement à l'Est. Il y a les Teke qui sont tués ici, personne n'en parle. Ils sont considérés comme les gens venant de Congo, Brazzaville et du Gabon. Les Yaka sont en train de dire même que Kingakati c'est à eux. Les gens n'en parlent pas. Les gens sont concentrés simplement aux élections. Il y a des problèmes de couleurs, les gens n'en parlent pas. Nous qui sommes là, qui défendons par exemple les valeurs des partis politiques, nous devons avoir quelque chose à faire. Moi personnellement, je n'ai jamais eu le temps de critiquer directement, de critiquer les chefs de l'État ou non. Je dis toujours qu'est-ce que moi je peux apporter. Je vais même dans l'exemple par rapport à la morphologie et tout. Je vois que mon frère, des fois, il me soutient
Après, il oublie qu'il me soutient, il dit autre chose. Il me parle de la morphologie. Il dit qu'on reconnaît les Tutsis et les Hutus dans la morphologie. Et lui-même, il dit que sa maman qui est Louba a une morphologie Tutsi. Et pourtant, ça prouve même que les Tutsis n'ont pas le monopole de la morphologie. Parce qu'il y a des morphologies quand même comme sa maman, qui est kassaïenne. Elle n'est pas rwandaise. Quand il dit que le génocide a été fait sur base de la morphologie, mais non, mon cher, si tu étais à l'est du pays, tu allais comprendre. Si vous suivez les documentaires du génocide, c'était quoi? On demandait les cartes d'identité. Donc en route, on demande la carte d'identité, on regarde. Ok, tout si on te massacre. Pourquoi est-ce qu'ils demandaient la carte d'identité? C'est sur base de cela. Les gens ne doivent pas venir nous dire ici, en plus par rapport à la raison profonde. L'impact, l'influence de la morphologie, il y a les reliefs, il y a le climat, il y a tout. Vous allez au Kasaï, vous allez trouver un Kassaïen qui est plus costaud que les Bayaka et tout. Les gens ne doivent pas limiter, ce n'est pas toute personne qui est Kassar, qui est Moulouba. Ou toute personne qui est très noire, par exemple, qui est sénégalais. Non, si vous allez chez Lingbandi, vous allez voir des gens très noirs. Vous allez au Congo central, vous allez voir des gens très noirs. Écoutez, personne n'est sorti de son sol clanique comme un champignon pour dire que non, nous sommes des véritables Congolais. Nous venons tous de quelque part. Les premiers habitants, selon l'histoire, c'était des Pygmées. Aujourd'hui, si les Pygmées nous demandent de rentrer là où nous irons, même moi-même, je ne sais même pas je vais partir où. Parce que moi, je sais que je suis Congolais. Mais l'histoire nous dit que les premiers habitants sont les Pygmées. Alors dans ce qu'il dit, quand il parle des colons, les colons sont là pour leurs propres intérêts, pas pour l'intérêt de l'Afrique. Là, il regrette. Mais quand les colons nous disent que les Tutsis sont comme ça, une morphologie comme ça, vous acceptez. Mais là, c'est accepter une chose et son contraire. Vous acceptez, vous regrettez du fait que les colons nous ont imposé une chose, de tracer des frontières. Vous regrettez de cela. Mais l'imposition parce que c'est l'homme blanc qui nous a expliqué comment est le Tutsi. C'est lui. Mais on s'attache à ça. Non. Si vraiment on veut rejeter tout ce que l'homme blanc a eu à nous imposer, on doit rejeter le concept de l'ethnocentrisme, on doit respecter la morphologie dont il nous a fait voir, on doit respecter la division dont ils ont opposé les Hutus. Parce que nous-mêmes là, si nous réfléchissons bien, nous-mêmes nous avons importé le conflit rwandais ici en République démocratique du Congo. Moi j'ai déjà compris, j'ai conclu que 95% de ceux-là qui sont des anti-Tutsis, j'ai fait une analyse. Vous voyez toutes les personnes qui sont anti-Tutsis, qui n'aiment pas les Tutsis. Quand vous regardez à l'arbre généalogique, vous allez comprendre qu'ils ont des origines rwandaises, Hutus, qui étaient parmi les génocidaires. Mais moi je dis, comment est-ce qu'un Kinois qui est né ici, ou un Kassaïen, ou un type du Congo central, il va haïr les Tutsis comme ça, qui n'a jamais tué sa famille, il n'a jamais d'éléments, parce qu'un politicien passe à la télé. Parce qu'un politicien passe à la télé. Parce que ce qui fait, est-ce que vous savez... Certains groupes armés sont qualifiés d'être en majorité Tutsis qui massacrent la population. Ce n'est pas ces éléments-là qui ravivent l'attention. Écoutez, mon frère ami, ce n'est pas 6 mois, j'ai détourné de l'argent un Kassaïen, que c'est tous les Kassaïens qui ont détourné de l'argent. Ce n'est pas moi, un Kassaïen, qui suis peut-être voleur. En fait, généralement, on ne doit pas aller dans l'expression que ou encore à Sangisi on doit donner à chacun ses responsabilités. Celui-là, qui est là, qui fait du mal, c'est lui qui fait du mal. On ne doit pas associer. Écoutez, moi je dis que moi je suis un Kassaïen. J'ai vécu à l'époque où on disait Boma Moulou Batika Nyoka. Je sais ce que ça fait, la stigmatisation. À l'heure où nous parlons, vous devrez savoir, moi j'ai insisté, je l'ai même mentionné dans les rapports. La candidature de Moïse Katumbi va créer encore un clash d'un conflit entre les Katangais et les Kassaïens. Les gens ne voient pas ça. Les gens ne voient pas ça. Mais quand ça viendra, après vous allez dire quoi? Parce que moi je vois, aujourd'hui, le fait que le chef de l'État est du Kasaï, il y a le problème tribal, mais les gens ne veulent pas comprendre ça, ils font expressement. Moi je suis parmi ceux-là qui soutiennent les chefs de l'État et je ne sais pas s'il y a plus que moi. Mais on doit dire la vérité. On ne doit pas laisser le chef de l'État comme ça. Cette affaire de discrimination de tous, ça va créer des problèmes que l'on ne va pas régler. On ne va pas comprendre. Ce problème de Teke de Yaka, ça va créer des problèmes. Les problèmes de Koulouna ici, partout, ça va créer des problèmes. On doit le résoudre. C'est pour cela que non, parce que vous avez évoqué le problème des élections. Je pense que nous sommes déjà au problème des élections. Oui, parce que c'était ça. Nous avons juste compris que nous avons... pratiquement fini. Je crois que je dois donner... ok, ça va, merci. Je vais vous donner la parole. Okay, Rodrigue Amazani, les conditions sont-elles idéales pour aller aux élections dans des bonnes conditions, avoir des bonnes élections, des élections qu'on dira consensuelles, comme tout le monde l'entend. Ou encore, selon notre thématique, il est possible d'envisager un glissement, je dirais même consensuel, un glissement consensuel comme on l'a eu en 2016, du fait que les paramètres ne permettent pas qu'on tienne le délai.
de la sortie du calendrier électoral, l'envol avait donné sa position. Nous avions estimé que ces calendriers étaient inintelligibles, irréalistes. Bien qu'on a fustigé, l'envol a pris acte de ce calendrier électoral publié par l'organe entre guillemets technique. Nous avions dit que nous irons aux élections parce que nous sommes prêts à aller aux élections. Et pour nous, l'envol, nous disons, arrivé au 20 décembre 2023, nous attendons les élections du président de la République ainsi que des députés nationaux conformément au calendrier électoral publié par la CENI. Nous avons pris acte, nous sommes de l'opposition. Nous, on a pris acte de la publication du calendrier Made in CENI et Union Sacrée parce que, en réalité, lorsque vous regardez les écueils que nous avions soulevés... Le calendrier a été publié, certes, mais sous contrainte. Il y a des contraintes qui devraient être vraiment vidées. Écoutez, le calendrier est publié. Il y a des contraintes financières, j'arrive. Les contraintes sécuritaires. La responsabilité, la majorité de ces contraintes, la responsabilité revient à la gouvernance. C'est à la gouvernance de financer les élections. C'est à la gouvernance de rassurer la sécurité des Congolais. C'est à la gouvernance de mettre tout en œuvre. Ce n'est pas à l'opposition. Nous, de l'opposition, on a pris acte et nous avons soif d'aller aux élections pour que notre population nous mette hors d'état de nuire ces amateurs qui dirigent le pays aujourd'hui. Okay? Alors, nous, on a pris acte. Nous sommes prêts à aller aux élections au 20 décembre 2023, déjà, conformément au calendrier de la CENI. Nous avons soulevé les écueils. M. Kadima est passé dans plusieurs médias pour nous répondre en disant qu'il n'y aura aucun problème, tout se passera correctement. Nous, tout ce que nous attendons aujourd'hui, nous demandons d'ailleurs aux Congolais de s'enrôler massivement. Partout où ils sont, toutes nos structures de base sont instruites à demander à la population, à nos cadres et militants, à aller à l'enrôlement pour que, arrivé à la date du 20 décembre 2023, que nos partisans partent voter nos candidats. Donc pour nous, ce débat de glissement, ce n'est même pas envisageable parce qu'il y a un calendrier qui fixe un délai pour aller aux élections. Donc nous ne voulons même pas penser une seule seconde qu'on arrivera au 21 décembre 2023 et qu'au Congo, Félix Tshisekedi ne sera pas sanctionné par le peuple. Le mandat doit revenir au peuple. Il est temps aujourd'hui de remettre le peuple son pouvoir pour qu'il décide de son avenir. Il est temps aujourd'hui d'arrêter des tripatouillages, d'arrêter de fonctionner sous mode Kabylie et de entrer vraiment dans l'esprit du Phalanx, de nous amener tout droit vers les élections. Nous faisons confiance au calendrier publié. Nous nous en tenons. Alors, et au regard de ça, l'envol n'est pas prêt à accepter qu'arrivé au 20 décembre, qu'il n'y ait pas élection, parce que Félix Tshisekedi et sa CENI monolithique seront responsables de tout ce qui arrivera. Rodrigue Ramazani, sur cette question, vous avez fait 3 minutes, je vous donne encore la parole pour 2 minutes restantes. Nous avons vu certains problèmes déjà dans les centres d'enrôlement. On a vu des personnes se plaindre déjà un peu on dira même du déplacement même des kits électoraux. Le fonctionnement de certains centres d'enrôlement qui manqueraient de l'électricité. Tout ceci, tous ces écueils, comme vous l'avez dit tantôt, tous ces écueils sont un des éléments qui peut-être pourraient pousser les Congolais à penser à aller au-delà de 2023, pourvu qu'on puisse sauver la République. Les Congolais, il ne faut pas mettre les Congolais dans la bêtise de la gouvernance actuelle. Les Congolais attendent les élections le 20 décembre 2023. Ça, c'est de l'amateurisme. Et quand on parle de l'amateurisme de nos amis de l'Union Sacrée, parce que la CENI en soi, c'est la CENI de l'Union Sacrée, ils ont boutiqué ensemble un calendrier électoral dans un coin au fleuve Congo Hôtel et ils l'ont jeté dans la masse. Nous, on l'a pris, on l'a accepté. C'est qu'il faut dire que nous, on avait soulevé des écueils. On a dit que M. Kadima était irréfléchi, lui et son équipe, en tronquant leur casquette d'experts pour revêtir de casquettes politiciens en réduisant les délais de l'enrôlement. Comment pouvez-vous imaginer, on a passé 3 cycles électoraux dans ce pays, les délais d'enrôlement par ère électorale étaient de 120 jours. Comment nous sommes tombés à 30 jours? On a posé ces préalables, M. Kadima dit non, nous avons des machines très très performantes, des machines adaptées qui vont nous permettre d'enrôler 555 000 personnes par jour. C'est
Bon, j'espère que c'est encore un technicien, ce monsieur. J'espère vraiment. Mais aujourd'hui, Très bien. face à ces réalités, nous nous en tenons aux paroles de l'expert, entre guillemets, de la CENI. Nous nous en tenons aux responsabilités. Au cas où les conditions ne sont pas totalement réunies, vous n'êtes irons- pas prêt à discuter tout ce que le Congolais pour sauver le souhaite Congo. aujourd'hui, D'accord. face à ce tâtonnement de la gouvernance, face à cet amateurisme de Merci nos amis, beaucoup. les Congolais veulent aller aux élections, peu importe les conditions, pour Merci mettre beaucoup. hors de tas de nuire la gouvernance actuelle, parce qu'ils Vous êtes nous ont très bien. démontré Merci. à suffisance qu'ils n'étaient pas à leur place. Monsieur Hussein Motoké, le Congo est ce que nous avons de plus cher. Au cas où toutes ces contraintes n'arrivaient pas à être vidées, est-ce qu'on peut envisager quand même une certaine entente entre politiques, parties prenantes, pour qu'on puisse sauver le Congo? C'est le Congo qui nous est le plus cher. Doit-on aller aux élections pour les élections? D'abord, je suis en train de vous dire que c'est une décision du gouvernement, c'est une décision de la CNI. Ce n'est pas la CNI de l'Union sacrée, c'est la CNI, la Commission électorale nationale indépendante, n'est-ce pas, où il y a et l'opposition, et la majorité, la société civile et les confessions religieuses, n'est-ce pas? Il ne va pas me dire le contraire. Deuxième chose, c'est que moi, j'aurais cru que mon ami Rodrigue va applaudir la CENI, honnêtement intellectuel, sur même la date qu'il est en train de dire. Pas question de dépasser la date du 20 décembre. Les calendriers, mais on oublie que c'est la même CENI qui a publié les calendriers en soi, dont il devait applaudir. Il dit non, expert entre guillemets, mais il oublie que c'est cet expert-là qui tient à ces élections qu'il est en train de dire. Que c'est cet expert-là qui lui a donné les calendriers électoraux dont il devait applaudir, mais il ne l'a pas fait par... Il y a un problème d'honnêteté intellectuelle. Mais on a pris acte. Vous comprenez? Je te dis quoi? Vous comprenez? On a pris Et donc, acte. Qu'est-ce que un tu peu n'as pas pour dire compris que- dans ça? Un peu pour dire que... On a retirait pris les dats de acte, son Rissel. côté. On a pris acte. J'étais pas dérangé. Non, mais il est en train de pas tronquer dérangé. l'argumentaire. On a pris acte du calendrier. Il ne faut pas mentir. S'il vous J'étais plaît, pas dérangé. s'il vous plaît, s'il vous Tu plaît. m'as pas dérangé, mais tu es en train de mentir. C'est S'il vous pourquoi je plaît. te recadre directement pour S'il vous corriger plaît. ton argumentaire. S'il vous plaît. Nous sommes dans un débat. Nous ne sommes pas dans S'il vous la plaît, même s'il vous plaît, ici. Tu peux me s'il vous plaît, protéger. s'il vous plaît, s'il vous plaît, Rodrigue, s'il vous plaît, vous allez conclure aussi. Chers Congolais sont témoins. N'est-ce pas que Rodrigue Ramazani a traité Denis Kadima d'expert entre guillemets? N'est-ce pas? Mais cet expert entre guillemets lui a donné les calendriers dont il se frotte les mains. Donc en réalité, il devait plutôt applaudir que de minimiser. Où est le mensonge que j'ai dit ici? C'est une vérité. C'est ce que tu as dit. Or, la réalité prouve le contraire. C'est cet même expert, entre guillemets, qui t'a donné l'enrôlement, dont même ton leader, vous allez vous enrôler. N'est-ce pas? C'est cet même expert qui vous dit que vous aurez les élections en 2023. C'est ce même gouvernement-là de Félix Tshisekedi, n'est-ce pas, dont il parle d'amateur, qui tient à ce que les élections aient lieu en 2023. Il tient. Et est en train de financer la CENI. Oui, bien entendu, il tient parce que ce n'est pas le gouvernement qui organise les élections, c'est la CENI. Le gouvernement finance les élections. Et le gouvernement est en train de financer les processus électoraux. Voilà que nous sommes au niveau de l'enrôlement. N'est-ce pas? Et il faut rappeler ici aussi que mon ami Rodrigue doit savoir que la population congolaise a un droit et ce gouvernement lui a donné ce droit-là. Non, je suis en train d'envisager une chose. Au cas où on arrive à quelques jours des élections, de la présidentielle proprement dite, le 20 décembre, et que les conditions ne permettent pas qu'on aille aux élections, qu'est-ce qu'on peut envisager? Nous n'en sommes pas encore arrivés parce que l'expert en matière électorale a précisé, nous n'en sommes pas encore arrivés, il y aura élection, le gouvernement tient à ces élections et donc moi je ne vais pas venir épiloguer sur les sexes des anges, permettez-moi les termes, n'est-ce pas? Et donc un peu pour ne pas m'éterniser sur cette question, D'accord. je vais rapidement rentrer sur Merci beaucoup. la question de mon ami, donc quand il disait que moi je l'ai soutenu, pas du tout, je ne l'ai pas soutenu. Rapidement, et s'il je te ne plaît, vais pas rapidement. soutenir son argumentaire qui vient faire l'apologie sur une certaine stigmatisation, pas du tout.
Il n'y a pas de stigmatisation dans ce pays sur une certaine population rwandophone, pas du tout. Merci beaucoup. Tout le monde en son compte, il n'y a pas de stigmatisation dans ce pays. Il faut rappeler aussi que... Votre temps d'antenne. S'il te plaît, je n'ai pas encore fini mon temps d'antenne. Il faut rappeler aussi ici que... La régie... Il faut rappeler aussi ici que... Il faut rappeler aussi ici que la morphologie, c'est sur base de la morphologie que les Hutus et les Tutsis s'entretuaient. Ils vont vous parler, je lui donne encore une précision parce qu'il n'en sait pas quelque chose. Ils avaient un problème sur la base de la forme du nez. Et ils avaient un autre problème sur la base de la forme de la cheville. N'est-ce pas? Moi, j'ai vécu ces choses-là. Je ne suis pas en train de raconter de choses que j'ai lues quelque part, mais je les ai vécues. Mais il faut rappeler aussi ici que, j'ai fini par là pour dire que ces gouvernements dont mon ami est en train de parler d'amateur, ce même gouvernement-là a trouvé ce pays avec un budget de 4 milliards. Aujourd'hui, en 3 ans, nous sommes à 16 milliards. Merci beaucoup. A trouvé ce pays en train de mobiliser moins de 2 milliards. Aujourd'hui, nous sommes fin décembre d'ici à 8 milliards de mobilisation propre. Merci beaucoup. Ces pays qui étaient complètement détruits, complètement alambiqués, aujourd'hui, vous avez des écoles, vous avez des routes, vous avez l'économie qui est en train. Nous sommes parmi les 10 économies de l'Afrique, avec 6% de croissance. Vous comprenez? Et donc, pour dire que Félix Tshisekedi est en train de travailler, le peuple congolais se reconnaît en Félix Tshisekedi, et Félix Tshisekedi va battre n'importe quel candidat, n'est-ce pas, aux élections de 2020. S'il vous plaît, vous n'avez presque pas parlé sur la question des élections. Est-ce qu'on peut envisager une entente, un dialogue peut-être, un consentement entre parties prenantes si les contraintes ne sont pas levées? Rapidement, s'il vous plaît, 2 minutes, on n'a plus le temps. Bon, en fait, moi, je commencerai d'abord par m'assumer moi-même, parce que je vois que certaines personnes ici ne peuvent pas dire la vérité, parce qu'ils dépendent des décisions de leur parti politique. Écoutez, il y a beaucoup d'indicateurs qui témoignent que les élections sont hypothétiques, mais moi, au contraire, je ne trouve pas ça mauvais. Moi, je pense que nous devons aller aussi à une transition, par exemple, de 2 ans, afin de lancer une campagne d'unité nationale, parce que nous ne pouvons pas aller aux élections avec des discussions que je vois comme ça. Il va gagner les élections. Non, non, il n'a pas travaillé. Moi, dans mon contexte... C'est un débat politique, ce n'est pas une division. Non, en fait, nous avons une logique des choses. La logique des choses, pour développer le pays, on passe toujours par l'unité nationale. Ce n'est pas pour rien que le chef de l'État, par rapport à la question de l'insécurité à l'Est, il avait fait appel à toutes les parties prenantes, que ce soit de l'opposition ou encore de la majorité, à venir vers lui pour essayer de faire obstacle à cette pression de l'insécurité. Alors nous aussi, en tant que jeunes, moi j'ai toujours dit ceci, quand nous restons devant notre propre conscience, on doit se dire, moi, qu'est-ce que je peux apporter pour mon pays? Qu'est-ce que je peux proposer? Moi, personnellement, au nom de mon organisation, moi, je veux même proposer qu'il y ait prolongement des élections. Nous devons régler tous ces problèmes de l'insécurité ici. Et pourquoi pas aussi qu'il y ait même une modification de la Constitution pour qu'on puisse un peu élargir même le mandat du chef de l'État. Il n'y a que 5 ans, on compte que non, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a une très bonne volonté politique de changer les choses, mais il a été bloqué par certaines choses, bloqué pas par ses ennemis. Au niveau interne, moi j'ai toujours dit, le chef de l'État, si on le responsabilise pour une chose qui ne va pas en Équateur, il y a 26 provinces. Le chef de l'État, s'il se décide d'aller dans toutes les 26 provinces, ça va faire plus de 2 ans. Il va aller chercher les robinets à Kissenso. Non, il faudrait que même les ministres sectoriels, les gouverneurs puissent l'aider ainsi que nous, la population. Bien. Merci beaucoup. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Ludovic. Rodrigue, je pose la même question que je posais à vos deux co-débatteurs. Si on arrive à quelques jours de la présidentielle et que les conditions ne sont pas réunies, qu'est-ce qu'il faut? Lui a parlé de la transition de 2 ans. Russell, il est resté, il a dit qu'en tout cas, il y aura élection. Il ne veut pas se prononcer là-dessus. Et vous? J'arrive à votre question. Permettez-moi de dire à mon ami Ludovic, l'unité nationale avec Félix Tshisekedi, c'est impossible. C'est la personne qui prône le Machia Moumeno. C'est impossible d'avoir une unité nationale avec lui, et c'est la personne avec ses décisions, ses différentes ordonnances qui démontrent à suffisance, qui n'a vraiment pas l'œil sur l'unité nationale. Donc vous serez encore déçu, parce que je vous sens déçu, je vous connais très bien quand vous soutenez une cause. Et j'avance encore. Il dit, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, même si on lui donnait 20 ans,
Le problème de Félix Tshisekedi, c'est lui-même. Il a un problème de vision, il conduit le pays sous mode pilotage automatique, sous mode avion. Il n'y a aucune vision, il n'y a rien du tout. Félix Tshisekedi est le problème du Congo aujourd'hui. Lui donner 2 ans de plus, c'est tuer la République. C'est pourquoi les Congolais sont appelés à voter en 2023 contre Félix Tshisekedi. Parce qu'il a un déficit de leadership à un certain niveau très élevé. Et puis j'avance. Sur la question de la CENI est claire. Sur la question de la CENI avec des finances publiques, aujourd'hui, nous y sommes. C'est pour ça que nous avons plus de mobilisation des recettes. Aujourd'hui, la vision de Félix Tshisekedi, c'est l'école gratuite. Aujourd'hui, nos élèves sont en train d'étudier gratuitement. La vision de Félix Tshisekedi, c'est la réforme de l'armée. Nous sommes en train de réformer l'armée. Mais vous en faites pas, il faut voir. C'est un automate qui parle. Il ne sait pas que jusqu'aujourd'hui, la croissance du Congo, depuis 2020 à ce jour, est à 1,6%. Nous avons un et à quoi l'économie est maintenant à 6%. Accroissement de 6%. La croissance du Congo depuis 2020 est à 1,7%. Tu ne connais pas les chiffres, cher ami. Qu'est-ce que tu connais? Lisez, mon cher ami. Tu es en train de crier comme un la automate. classification des Le problème ici, c'est une vision. Félix n'en a pas. Félix n'en a pas, il faut le virer au pouvoir. Le Congolais va le chasser par les élections. Il n'a aucune vision pour ce pays. Nous avons besoin de vision. Et Félix n'est pas à sa place. Le président de la République, au-delà de sa volonté, il n'a rien. Il n'a aucune compétence. À cause du nom de Félix Tshisekedi, sachez bien que désormais, il ne sera même pas député. Il n'aura même pas un petit député. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que tu sais que la croissance de ce pays, s'il vous plaît, Félix Tshisekedi va battre n'importe quel. S'il vous plaît, malgré vos chiffres farfelus, la croissance de ce pays est à 1,6%. S'il vous plaît, 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 Rodrigue, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Venez pas faire le théâtre sur les plateaux. S'il vous plaît, la gratuité de l'enseignement, c'est une réalité. La gratuité de l'enseignement, c'est une réalité. Coupez le micro. Les élèves sont en train d'étudier. Coupez le micro. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Rodrigue, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Bruxelles, non, vous perturbez l'émission. Non, 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 non. S'il vous plaît, on doit... Je dois arrêter l'émission, s'il vous plaît. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire, qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis,
1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exofreight, il n'y a plus de limite.